Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Bonjour. nous bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui, un projet, qui a eu lieu à la Redoute, et qui concerne la migration de l'infrastructure, web sur la plateforme Google. Donc moi, je suis chef de projet, technique, enfin j'étais chef de projet technique sur ce projet et j'ai travaillé dessus avec, mes camarades ici présents, Quentin, qui lui était web architecte et Maxime qui est le responsable de l'équipe, infrastructure et cloud. Donc Bonjour. comme donc le sommaire un peu de la présentation, ça va être, d'abord, une présentation, du contexte et des enjeux. Aussi une présentation de l'infrastructure, Google, les fondations en quelque sorte, hein, qui ont été déjà un peu abordées, tout à l'heure par je sais plus, par D'accord. Blablacar et ensuite, l'architecture technique de notre propre solution, de e-commerce. Heu, un petit focus sur le projet, sur le projet de migration, en lui-même et enfin pour finir, une revue des opportunités, des difficultés, des succès rencontrés pendant le projet et puis aussi, Quelques une, conseils. quelques conseils sur, sur l'approche à avoir et puis aussi ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut oublier, par rapport à tout ce qu'on a vécu, au cours de ces 2 années de projet. Alors pour commencer le contexte, heu, là, rien de très original. La Redoute, un peu comme tout le monde, initialement est hébergée sur une infrastructure, un hébergement classique, qu'on appelle maintenant, private cloud et en gros chez des hébergeurs. Heu, nous on en avait 2 en 2019 principalement. On avait EVA qui est un acteur du marché, connu en France et on avait Kering qui était la maison mère de la Redoute. Donc Kering possédait la Redoute. Elle l'a revendue, au groupe Galeries Lafayette et la plateforme, un peu toute la plateforme le système d'information de la Redoute est hébergé en grande partie chez Kering et comme quand on est parti de Kering, on a conservé, notre hébergement chez eux, mais il a fallu, prévoir de partir et parce que, en 2020, le le data center de Kering fermait. Donc le gros projet de la Redoute, ça a été de migrer son infrastructure au maximum vers le cloud, faire du cloud first, chez Google et chez Microsoft aussi, tout en conservant une partie, d'infrastructures plus difficiles à migrer sur le cloud chez EVA, avec des systèmes un peu plus comme IBM, un peu plus difficiles à standardiser ou à migrer. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on avait du coup ces trois migrations à faire en même temps. Et sur la partie Azure, bon, c'était une seule application, donc c'était plutôt du SaaS hein, sur lequel on migrait. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'on a dû migrer en fait ces trois parties quasiment en même temps. Donc les principaux enjeux, c'était d'abord de tenir le planning parce que le Kering fermait son site, éteignait la lumière à la fin de l'année 2020 et on a dû migrer, très rapidement, trouver une solution, trouver un hébergeur, trouver une solution de migration et faire ça avant la fin de l'année 2020. Il a fallu aussi, intégrer, le deuxième enjeu, c'était d'intégrer les équipes métiers. Les équipes métiers étaient très inquiètes puisque forcément la Redoute, sa plateforme e-commerce, c'est son cœur de business et ils étaient inquiets sur la façon dont on allait pouvoir gérer ça et du coup, on les a impliqués. Le but, c'était de les impliquer au maximum, dans le projet. Plus qu'un projet métier, c'était vraiment un projet business qui a impliqué les équipes, métiers en France, surtout les équipes, marketing et clients et aussi toutes les équipes internationales puisque c'est toutes les sites web de toutes les filiales qu'on a migrées en même temps. Donc les objectifs, c'était, bah, de réussir à transformer notre plateforme, de e-commerce qui était une plateforme conçue pour le on-premise, en cloud, en utilisant des technologies cloud. C'était s'aligner aussi sur la stratégie cloud du groupe qui est une stratégie cloud first
et multi-cloud et en fin de compte, aussi gagner en qualité de service et en évolutivité, avoir une plateforme plus scalable que ce qu'elle était auparavant, on-prem. Donc voilà pour l'introduction. Donc moi, je vais switcher sur la partie GCP Fondation. Alors d'abord, expliquer un peu pourquoi on est parti sur du cloud public. Il y a plusieurs raisons. Alors déjà, premièrement, comme l'a dit Bruno, c'était aussi parce qu'on avait adopté une stratégie cloud public, hein, et SaaS first, pass first. Euh, Ensuite, c'est aussi parce que on considérait que notre partenaire sur le cloud privé n'était pas forcément comment dire, capable d'héberger en fait notre site, hein, qui est quand même dans les top 10 au niveau France, que ce soit en termes de trafic, d'exposition. Ensuite, parce que au niveau sécurité, les clouds privés ont quand même certains avantages. La haute dispo des différents services, le fait que ce soit multi-zone, multi-région. Même si avant, on avait quand même au moins deux data centers, mais voilà, on n'en avait que deux justement. Donc pour tout ce qui est système de cluster, c'était un petit peu limite. La protection anti-DDoS aussi, hein, qui est disponible nativement chez Google, et puis le fait que voilà, c'est des services qui sont proposés par Google, donc on fait plus confiance à Google qu'à des providers privés ou même qu'à Redout pour héberger ce type d'infra. Ensuite, il y avait la partie performance, notamment sur la scalabilité, hein, le fait de pouvoir scaler quasiment à l'infini, alors qu'avant on était plutôt sur des serveurs physiques, donc il fallait, pour scaler, il fallait quand même s'y prendre bien à l'avance. La partie aussi on demande, hein, il faut savoir que au niveau au niveau du trafic du site, ça va changer du tout au tout, hein, en fonction de la nuit, par exemple, on a très peu de trafic. La journée, on va être à peu près à 1500 requêtes par seconde au global, mais on va passer, par exemple, à 5000 pendant les Black Friday. Puis il y a certains événements qui vont se passer, par exemple, pendant des reportages où là, on va passer peut-être à des fois à plus de 10 000 requêtes par seconde. Du coup, on avait vraiment besoin d'avoir quelque chose de on-demand, de scalable. Il faut savoir que la nuit, on passe à 3 serveurs et que en soirée, on est à 18. Voilà, ça montre un peu justement la scalabilité horizontale qu'on peut avoir. Enfin aussi, c'est les services managés en fait, hein, des clouds privés, hein, enfin des clouds publics, pardon, qui sont disponibles assez rapidement et sans forcément, hein, comme le montrait Blablacar, passer du temps à développer ce propre service. Et d'ailleurs, on a utilisé plusieurs, on y reviendra. Et enfin, tout ce qui est innovation et marketplace. Donc là, c'est pareil, on verra que certains services comme Memory Store, en fait, on a eu des limites de performance dessus. Et on a pu bénéficier d'un marketplace pour utiliser, par exemple, des services Redis, sur Redis Labs. Ensuite, pourquoi GCP? Parce qu'on aurait pu utiliser un autre provider. Alors, il faut juste savoir que nous, notre équipe data, en fait, elle avait déjà commencé à migrer pas mal de choses sur GCP, notamment en utilisant les services BigQuery, et ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient dessus et qu'ils étaient plutôt satisfaits. Ensuite, on avait une première expérience assez intéressante sur la migration de notre mainframe. On avait replatformé sur GCP, hein, par opportunité. Du coup, on a déjà commencé à utiliser un peu les services engine de Google et on était plutôt étonné de la performance et de la rapidité de ce service. Ensuite, la partie stratégie pass, on était sur du Kubernetes on-premise. On avait décidé de passer sur du pass, hein, parce que ça faisait partie de notre stratégie. Et du coup, à ce moment-là, quand même, GKE était quand même le meilleur. Donc là, peut-être Azure et Amazon se sont rattrapés, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et ensuite, quand on a fait un POC entre Google et Azure, il faut savoir quand même que notre site est en .NET, hein, donc on avait peut-être plus intérêt à aller chez Azure, mais quand on a fait le POC à l'époque, entre les deux, on a eu des meilleures performances et moins de problèmes sur GCP que sur Azure. Alors, c'était avec notre expérience du moment, donc ça a peut-être changé, voilà. Mais en tout cas, à l'époque, c'est pour ça qu'on est parti sur GCP. Ensuite, une fois qu'on avait fait le choix de GCP, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un clou de plan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, on a utilisé les services PSO, Professional Services de Google, en fait, pour travailler sur le design et sur les fondations Google. Euh, Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on avait fait des trainings, mais franchement, c'était pas suffisant. On se posait encore beaucoup de questions sur l'archi réseau. Est-ce qu'on fait du Shard VPC? Est-ce qu'on fait du VPC?
C'était assez complexe et il y avait très peu de partenaires pour nous répondre, en fait. En gros, à chaque fois, ils avaient fait du GCP, mais ils utilisaient juste quelques services et il n'y avait pas forcément une vraie infra, un vrai design sur GCP à ce moment-là. Et il n'y a que les PSO qui ont réussi à répondre à nos questions et qui avaient vraiment en tête le fonctionnement de GCP et les bonnes pratiques à mettre en place. Du coup, quand on a fait ce PSO, en fait, on a travaillé du coup sur les fondations avec plusieurs parties, hein. La partie organisation, notamment des dossiers, des projets, hein, pour bien découper justement nos projets, en sachant que, bah, on vous le dira après, mais on a fait de l'infra code. Donc le but, c'était vraiment de découper le projet en même temps de découper avec la partie infra code pour pas en déployer trop dans le même code Terraform et pouvoir découper aussi sur des repositories GitLab. Donc ça permettait de faire ça et de gérer aussi le découpage des permissions, etc. Ensuite, on a travaillé sur la partie identité et access management, qui est super importante. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail, dans le détail de tout ça, mais si besoin, on y répondra sur Slack. Ensuite, on a travaillé sur la partie réseau. On est encore en train de travailler dessus d'ailleurs. On est en train de migrer notre partie dedicated interconnect. Il faut savoir que, c'est pareil, les fournisseurs sur Google, au départ, ils n'étaient pas du tout au fait de ce qui pouvait se faire. Et du coup, ils mélangeaient beaucoup la partie partenaire, dedicated, et ça a été compliqué de trouver un partenaire fiable. Ensuite, on a travaillé sur la partie monitoring, logging, auditing, sécurité et la partie DevOps. Bien sûr, j'en ai parlé sur la partie IAC, hein, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant, donc ça a été un gros changement chez nous. Et enfin, la partie billing, hein, donc le FinOps, sur lequel on est encore en train de travailler. Voilà. Qui est très lié d'ailleurs au on-demand, et on reverra tout à l'heure que la partie scheduling on-demand, c'est vraiment là-dessus enfin, où on a le plus gros levier pour réduire les coûts. Voilà. Alors, je vais vous parler assez rapidement de la partie architecture en elle-même en fait, sur le design. Donc, je vais évoquer quelques pain points sur notre historique, puis après on pourra avoir les environnements et quelques détails de schéma. Peut-être sur les pain points, du coup, on avait on a encore pour une grosse partie un monolithe, hein, tout simplement écrit en .NET sur notre main site et à l'international également. On a en fait, on avait beaucoup de custom d'un point de vue infrastructure pour des questions d'optimisation des coûts, de mutualisation, en fait. Donc, c'était pas mal de choses à rétro-ingénierer et puis à repenser un peu, à reposer avec les logiques du cloud, en fait, que ce soit immutabilité, simplement avoir une ségrégation, en fait, pas fonctionnelle, mais là, pour le coup, juste une ségrégation technique qui soit plus pertinente. Donc, il y a beaucoup de coupling, enfin, des pain points assez classiques hein, du monolith, mais beaucoup de coupling avec des services tiers ou même avec les services Redoute en eux-mêmes, hein. L'architecture n'était pas clairement identifiable. Les environnements, bah, ils sont splittés de façon assez non conventionnelle, que ce soit dans le nommage ou dans le partage des ressources. On avait un gros manque de documentation. Moi, c'était mon premier projet en arrivant chez Redoute. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez Redoute. Et donc, il a fallu commencer à trouver un peu de l'information. Donc, c'est peut-être une des premières choses qu'on a fait avec Maxime. Et d'un point de vue test, on avait beaucoup capitalisé sur les tests de non-régression, mais tout ce qui était pas forcément test unitaire pour le coup, mais test de chasse, c'est ce dont on avait besoin. C'était très peu automatisé. C'était plutôt pour des événements commerciaux particuliers qu'on avait l'habitude de faire ces tests de charge-là. Et c'était vraiment un levier important pour pouvoir valider en fait les changements effectués. Donc ça, c'est l'architecture telle qu'on l'a construit après le coup de plan modulo de 3 adaptations avec le temps. Donc si j'essaie de la décrire un peu grosse maille en partant du haut vers le bas, à droite où il y a les utilisateurs. Donc c'est un schéma qui est ni purement fonctionnel ou technique, hein, c'est un schéma un peu hybride qui nous a permis d'avoir en première instance une bonne visibilité sur OK, c'est quoi l'ambition. Donc un utilisateur qui vient d'Internet, en fait, il est routé vers notre Google Load Balancer, donc qui porte aussi l'anti-DDoS à la partie WAF.
Et là, il a trois possibilités, on va se dire. Il peut être routé vers des CloudFunctions functions pour des besoins très spécifiques, monter les splash pages juste avant les soldes. Il peut être routé vers des buckets qui vont contenir des fichiers statiques, hein. Ou, et c'est la majorité du cas pour toutes les requêtes HTTP, HTTPS, être routé vers notre front web qui porte du coup notre code .NET et donc notre médecin France et interne. Donc là, c'est des instances groupes managées Google qui nous permettent d'avoir une certaine souplesse d'un point de vue de la scalabilité. Ces instances-là, elles sont elles-mêmes connectées à différents éléments, comme les systèmes back-office qui portent les fonctions métiers du système SI Redoute, euh, connectées également à d'autres éléments comme l'internal load balancer pour pouvoir contacter toute la partie content et search, c'est-à-dire notre partie Solar, qui est elle-même sur des instances groupes managées Google. Donc, si on reprend les fronts, les deux dernières pattes, c'est vers des contenus qui sont hébergés dans des buckets, plus pour le fonctionnement du site, et vers un shared VPC pour avoir des accès à des éléments spécifiques, comme les sessions, le cache dans Redis Labs, ou base de données, du coup, sur MS SQL redondé grâce au service de GCP, ou GCE, aux instances GCP. Ça du LEZ. Par... Ouais, oui. Et par ce même passage, en fait, on attaque Internet pour avoir accès aux API des partenaires extérieurs. C'est par là aussi qu'on appelle notre outil d'anti-DDoS, d'antibot, pardon. Donc l'utilisateur, enfin pour boucler la boucle, peut-être que l'utilisateur, en fait, voilà, quand il charge le website, il passe un peu par là. Et il y a aussi un certain nombre de requests qui vont partir du client vers Fastly, parce qu'on héberge nos images chez eux. Et Fastly, du coup, va être lié à des buckets GCP pour tout ce qui concerne les images. Chacune de ces briques, donc notamment toute la partie web front et web solar, par exemple, mais également Redis et Basket, c'est ces briques majeures du site France Inter de Redoute ont chacune un design, un sous-design, on va dire, un design technique bien précis. Donc que ce soit la partie front, c'est un website stateless qui porte la partie franceinter.com plus une API. Toute la partie Solar, elle a un design slave master bien spécifique. Donc si jamais vous avez des questions plus tard, on pourra rentrer dans le design de toutes ces parties. Mais bon, là, vous avez la big picture. Tous les composants fonctionnels qu'a présenté Quentin sur le slide avant, ils sont reproduits dans autant d'environnements qu'on utilise chez Redoute. Alors Redoute, on utilise 8, même 9 types d'environnements différents, 8 hors prod, plus l'environnement de prod différent. Et donc tous les composants sont répliqués dans tous ces environnements. Alors ça paraît simple comme ça, en réalité c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a certains composants qui sont partagés par plusieurs environnements pour des questions de simplicité de gestion, d'interconnexion avec les autres composants du SI et aussi pour des questions d'économie financière. Du coup, ça fait une architecture très complexe à gérer et surtout à migrer. Parce que tous ces composants sont interconnectés. Du coup, il a fallu aussi, comme disait Quentin, à cause de la faiblesse de la documentation existante, il a fallu faire un peu de rétro-engineering sur toute l'infrastructure web. Et pour ça, on l'a découpé en différents domaines. Le domaine front qui gérait les aspects load balancing, site web, moteur de recherche, le domaine back qui gérait toutes les bases de données SQL et NoSQL, le domaine produit qui lui gérait le catalogue et la mise à jour du catalogue et la publication du catalogue sur le site web, et le domaine content qui permet de mettre à jour les pages du site et les produits. Donc
donc il y a eu beaucoup de temps passé à préparer et à identifier tous les flux qu'on devait migrer pendant cette phase de migration. Et c'est pour ça maintenant tu peux passer sur le slide suivant, oui, où là, au niveau méthodologie, pour la migration, on s'est, on s'est vraiment euh, concentré sur l'aspect business. Et pour ça, on a mis en place beaucoup de sessions de tests à différents niveaux, des tests automatisés, des lots de tests, des tests avec les utilisateurs finaux, des tests avec aussi les équipes SEO. Je vois plus du tout le slide. Ouais, Excusez-moi. je ne sais pas pourquoi. Moi, Euh, et donc, le deuxième point aussi important pour cette partie-là, c'est qu'on a décidé de découper au maximum le projet en sous-projets et pour itérer sur les migrations et pour les séquencer. Donc on a découpé le projet aussi par fonction, comme je vous disais, mais aussi par spécialité, la partie architecture, la partie DevOps, la partie déploiement, la partie monitoring, sécurité, etc. On a aussi découpé le projet par pays pour la migration, pour migrer chaque pays un par un. Euh, les outils qu'on a utilisés pour préparer cette migration, c'est Teams. On est des équipes réparties en France et aussi au Portugal, avec aussi un partenaire à Malte. Et du coup, on était en permanence sur Teams pour échanger, pour les réunions et aussi pour les ateliers de préparation. Et pour la gestion, pour le suivi de toutes les actions, on utilisait ClickUp, qui est un outil un peu concurrent de Jira, mais qui marche pas mal, voire mieux pour ceux ont connu les deux. On a mis en place une gouvernance aussi à trois niveaux de supervision. D'abord des daily meetings tous les jours pendant un quart d'heure seulement. On essayait de faire vite et de rassembler tous les gens qui avaient quelque chose à faire sur le projet dans toutes les équipes. Donc là, c'était via Teams, hein. C'était en période de Covid surtout, donc on était chacun chez soi et on utilisait très souvent cet outil-là. On a fait des comités projets toutes les semaines aussi pour suivre l'avancement avec les équipes de l'IT et un comité de pilotage transverse avec les équipes métiers toutes les 2 ou 3 semaines. Voilà, donc on a construit un planning ensemble pour un déploiement là, sur 6 mois. D'abord les couches de service, je dirais, sur les médias, les CMS, les catalogues produits, avant de migrer les sites internet de chaque pays, un par un, en commençant par les plus petits, où il y avait le moins de risque d'avoir un impact sur les utilisateurs, et en se donnant aussi une période d'observation pendant l'été, pendant le mois d'août, où on n'a pas migré. Et pour terminer avec les sites les plus importants et les plus stratégiques pour la Redoute, sur le mois de septembre 2020. Donc, donc la migration, pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions, on a voulu nous et aussi les métiers prendre le minimum de risques et du coup migrer progressivement les utilisateurs du site existant hébergé chez Kering vers le nouveau site hébergé sur Google Cloud. Donc pour ça, on a mis en place un deuxième nom de domaine qu'on a appelé www.1.laredoute.fr et qui, avant la migration, redirigeait toutes les requêtes vers Kering et qui permettait pendant la migration de faire progressivement la montée en charge. Euh, la seule chose qu'on n'a pas pu migrer progressivement, c'est la base de données qui gère les paniers, les wishlists des utilisateurs. Là, c'était un peu trop compliqué de prévoir une migration progressive. Du coup, celle-là, on l'a prévue la nuit avec une coupure de quelques dizaines de minutes pour migrer un pays, pour migrer toute la base de données sur GCP. Une fois que la Là, base de données... là, je reviens sur les fondations, mais d'où l'importance du réseau hein, dans les fondations et du lien interconnect, parce que justement, on se retrouvait avec la base d'un des deux côtés, soit sur GCP, soit sur Kering, avec des fronts qui tournaient soit chez GCP, soit chez Kering. Et du coup, il nous fallait quand même une latence plutôt bonne pour pas que ça ait des impacts pour les utilisateurs. Ouais, voilà, donc après la migration de la base de données d'un site,
les utilisateurs continuent à arriver chez Kering, mais la base de données était déjà, la base de données panier et wishlist était déjà hébergée chez GCP. À partir du moment où la migration de la base de données s'était bien passée, on testait avec quelques utilisateurs la migration. Donc c'était une migration par cookie, c'est-à-dire que le site web le site web de Kering recevait un cookie et une partie des cookies, il les attribuait soit de façon aléatoire, une partie des utilisateurs, ils les attribuaient soit à Kering ou soit à GCP. Et on avait un curseur pour pouvoir indiquer combien de ces cookies allaient être attribués à l'un et à l'autre. Et on pouvait jouer sur sur ce curseur au fil de la journée. Donc, si ça se passait bien, on augmentait ce curseur progressivement. Et si ça se passait mal, comme c'est arrivé avec certains, puisqu'on a eu certaines surprises avec certains pays qui avaient des fournisseurs particuliers qu'on n'avait pas vraiment intégrés, on a pu faire marche arrière rapidement simplement en redirigeant tout le trafic sur Kering. Et une fois qu'on avait résolu le problème, quelques dizaines de minutes après, on pouvait reprendre la migration sans que c'est aucun impact sur le trafic utilisateur, si ce n'est que certains utilisateurs observateurs auraient pu voir qu'il était marqué W1 dans leur browser au lieu de www. Voilà pour la migration. Une fois qu'on avait fini, qu'on avait basculé la majeure partie des utilisateurs, là, on faisait une migration DNS et du coup, on avait tous les utilisateurs qui arrivaient chez Google. Voilà pour cette partie-là. Donc, en conclusion, on va partager, nous, l'enseignement qu'on a tiré de toutes ces, de ce projet. D'abord, les difficultés. Bon, c'est des difficultés classiques hein, qu'on rencontre un peu dans tous les projets, dans toutes les entreprises. Mais bon, ça vaut le coup de le rappeler. Déjà, la première difficulté, c'était que l'architecture à migrer était complexe parce qu'il y avait il y avait toute la plateforme à migrer. Donc, c'était une architecture complexe à appréhender. On a aussi eu des difficultés avec des partenaires. On a par exemple choisi un partenaire DB as a Service qui s'appelle Haven pour héberger notre base de données panier qui est qu'on a décidé d'héberger sur PostgreSQL, sur lequel on n'avait pas d'expérience sur cette partie-là. On a du PostgreSQL sur d'autres composants du SI, mais sur la plateforme e-commerce, on utilisait SQL Server. Et là, on avait décidé, parce que c'était dans la stratégie, de la stratégie SaaS et des bases de services, et aussi parce qu'on avait la volonté de s'affranchir des licences, des très chères licences SQL Server, on avait décidé de passer sur PostgreSQL. Donc on a fait appel à Even qui proposait une solution pas sur mesure justement, une solution as a service. Le problème c'est qu'elle n'était pas adaptée à notre site web. On a eu des difficultés. Eux ils étaient très souples donc ils étaient prêts à s'adapter pour essayer de répondre à nos besoins. Mais du coup on n'était plus vraiment dans la philosophie as a service, on était plutôt sur un mode à la fois hybride entre du custom et du as a service. Là, En fait, c'était notre application était quand même spécifique en termes de nombre de connexions simultanées à la base et c'était Postgre pour ça, il est peut-être un petit peu bien designé que MSSQL pour cette partie. voilà, on avait un problème on avait trop de connexions qui arrivaient sur la base de données et le problème qu'on avait avec Postgre enfin proposé sur la marketplace par Haven, c'est il gérait le pool de connexions avec un seul processus et c'était pas suffisant quand on avait des pointes de charge ou des pointes de de traitement à certains moments de la journée. Du coup, on a dû on a dû prendre des décisions importantes. À quelques semaines du Black Friday, on a décidé de retourner sur, sur SQL Server et on a regardé vite fait l'offre Cloud SQL de GCP, mais elle nous convenait pas non plus. Le principal problème avec ces offres Database as a Service, c'est quand on doit faire de l'upscaling, c'est que c'est très lent en fait. Pour faire de l'upscaling, en fait,
comme c'est de l'upscale vertical, il est obligé de recréer d'autres serveurs en parallèle. Et pendant tout le temps du déplacement des données du serveur d'origine vers le nouveau serveur plus puissant, on a des performances qui sont toujours pas bonnes. Quand ça prend 2 heures, on peut pas être réactif sur de l'upscaling avec ce genre de service, que ce soit Haven sur PostgreSQL ou même ou GCP sur Cloud SQL. Parce que s'en rendu compte aussi, c'est que c'est comme une solution passe, oui, il y a des intérêts, mais il y a aussi des choses qui peuvent être problématiques, notamment que ce soit une black box et que nous, on n'ait plus la main dessus, c'est-à-dire du coup, on est lié au support et la réactivité du support. Et quand on est sur des bases de données aussi critiques, ça devient compliqué. Ouais. Et ensuite, il y a aussi dans les difficultés, il y a aussi le fait que les load tests qu'on avait fait, refait, n'ont pas montré en fait cette limitation de nombre de connexions. Mm. Si ça avait été, si nos tests étaient pertinents et conformes à la réalité, on aurait vu en amont. Ça n'a pas été le cas. Donc on s'est reposé aussi des questions sur la fiabilité de nos load tests. Ouais, une autre difficulté qu'on a eue, c'est sur la compréhension et la connaissance des process internes à la Redoute. Pour certains process, certaines fonctionnalités qui avaient été mis en place des années et des années avant, on n'avait pas forcément toute la connaissance dans la documentation, on n'avait pas forcément les bons interlocuteurs, donc ça c'était aussi un- une difficulté dans le projet à surmonter et à anticiper. Euh, Par contre, c'est vrai que, enfin, si on revient sur les succès, la migration, c'était quand même un succès parce que justement, on a fini la migration dans les temps, hein, malgré ces petits problèmes de base de données. Et on a eu assez peu d'impact en fait, hein. Et en fait, on l'a fini dans les temps et heureusement parce qu'avec le Covid, en fait, le nombre de trafic chez Redoute a vraiment fortement augmenté, notamment au Black Friday. On a fait des trafics et des métriques records, hein, sur le site. Et du coup, heureusement, parce que une fois qu'on était sur GCP, on a pu scaler en fait, que ça soit les fronts, que ça soit la partie Solar et que ça soit la partie Redis. Du coup, heureusement on était sur GCP. Ensuite, c'est un succès parce qu'on a réussi à travailler avec toutes les équipes, hein, business, IT, avec les différents pays, et ça nous a, comment dire, ça a resserré les liens un peu et ça nous a permis de continuer à travailler ensemble et de continuer à finalement améliorer la plateforme. Ça a été une migration quasiment, comment dire, je ne trouve plus le mot, Transparente. transparente, merci Quentin. Donc ça, c'est aussi un succès, et c'est grâce justement à ce que expliquait Bruno, hein, ce cookie qui nous a permis d'être justement d'avoir la main sur la migration. Ensuite, le fait de reprendre l'ownership sur la plateforme, c'était aussi important et c'est un des succès de cette migration. Et enfin, d'avoir finalement repris cette équipe qui avait migré le site et du coup qui avait tiré plein de sujets sur la partie infra as code, la partie CI/CD. Et en fait, à la fin du projet, on a utilisé cette équipe de projet, on en a fait une équipe qui continue à perdurer. Et du coup, j'ai pris la réussite de cette équipe notamment. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des opportunités. Je te laisse finir quand même. Alors, du coup, on a affronté quand même pas mal de choses, mais ça a dégagé un certain nombre d'opportunités. Déjà, les fondations qui ont été mises en place, comme disait Maxime, ça a permis de scaler durant les Black Friday, mais ça nous permet aussi maintenant d'anticiper ou même voilà, de pourvoir avec rapidité à des nouveaux besoins, que ce soit la croissance à l'international de la Redoute ou une nouvelle marketplace pour Redoute. Donc vraiment, voilà, un business qui croît. Et voilà, on se dit que les choix du design qui ont été faits précédemment, des choix qui ont été difficiles, mais aujourd'hui, bon, on découvre avec le temps qu'ils portent leurs fruits. Ça permet de poser les fondations d'une nouvelle plateforme digitale aussi. Donc, pas spoiler le projet, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'ambition sur la refonte d'un point de vue interface, donc toute la partie front web qui doit beaucoup évoluer. On est en train de clarifier les environnements. Comme vous avez pu voir, on est loin d'avoir des piscines étanches entre les environnements. C'est encore un système qui a beaucoup de couplage et voilà, avec la capacité de déployer des choses pour des temps très courts, à des moments très spécifiques liés au CI/CD.
on va pouvoir solutionner un peu ce genre d'éléments. Donc voilà, on est vraiment dans l'amélioration en fait de nos process et notamment les process de déploiement et d'automatisation. Tout ce qu'on pense là, donc je parlais de la nouvelle plateforme digitale, maintenant on peut enfin le penser cloud native en incluant dès les phases de développement, dès les phases de conception, pardon, dès les phases de conception les développeurs pour leur faire tester les choses. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Donc voilà, finalement, on a gagné en expérience et en apprentissage. On continue d'apprendre sur tout l'univers du cloud. Et du coup, comme je le disais, on n'a pas vraiment fait de changement fonctionnel, mais en fait, avec la migration, il y a eu pas mal de changements techniques qui ont eu un impact sur le changement de mindset un peu à la Redoute, hein. Déjà, le fait d'utiliser les avantages du cloud public, hein, je vais pas reparler des différents avantages, le fait de faire de l'infra as code, et puis le fait aussi de passer plutôt sur un mode immutable et le mode pet vs cattle, hein, du coup animaux vs bétail, c'est-à-dire avant on avait nos serveurs physiques et on y faisait attention, on les connaissait par cœur, on mettait du temps pour les mettre à jour. On est passé plutôt sur un peu comme un mode conteneur finalement, hein, même si on est resté sur les VM, du coup en mode immutable où c'est une image et on la déploie et dès que ça appuie, ben, on la supprime et on en recrée une autre, quoi. Ça, c'est pour vous montrer un peu les technos qu'on utilisait avant et puis le fait d'avoir fait cette migration, le nombre de technos qui sont arrivés, hein, chez nous, hein, notamment toute la partie finalement les services Google, la partie Packer et Terraform, hein, des outils d'HashiCorp. Voilà, c'est juste pour montrer un peu ce que ça a amené en fait cette migration. Et ce que ça a amené aussi, c'est en termes de déploiement, hein, avant, on déployait en 2 heures parce qu'on devait en fait enlever nos serveurs physiques des load balancers pour les mettre à jour. Donc ça prenait un petit peu de temps. Là maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie le code sur GitLab, on met un tag et ça crée, enfin, c'est un trigger pour créer une pipeline Packer qui vient finalement créer une image avec le code. Ça nous permet d'avoir une image bien toute prête. Une fois que cette image est prête, on la déploie sur les environnements hors prod avec Terraform, hein, on fait du rolling update. Une fois que c'est déployé sur les environnements de prod, on fait nos tests NRT et de temps en temps aussi des load tests. Et une fois que c'est validé, en fait, on reprend la même image pour la déployer en prod. Comme ça, on est sûr et certain que c'est exactement les mêmes composants et on est certain comment dire, du code et du bon fonctionnement de l'image. Du coup, maintenant, on met près de 18 minutes pour déployer un serveur, mais 18 minutes, c'est pour un serveur ou 50. C'est-à-dire que si on doit déployer 50 en simultané, ça prendra 18 minutes, comme si on veut en déployer 3. Voilà. Ouais, du coup, je vais finir juste sur la partie de la modernisation, en fait, voilà, ce qui découle un peu de ça. Donc là, la phase dans laquelle on se trouve, on est un peu dans l'idée de retirer tous les facteurs limitants pour pouvoir supporter toutes les nouvelles features qui arrivent sur le site de la Redoute. Donc, à chaque des projets, il y a forcément un tenant un peu business. Là, on est dans l'amélioration de la ségrégation fonctionnelle en fait des environnements. Par exemple, on a retiré toute la partie login qui auparavant se trouvait dans notre base de données principale, ce qui a nettement contribué à réduire le nombre de connexions au pool et solutionner pas mal de problématiques d'architecture derrière. On est en train de réarchitecturer notre application le website en lui-même pour supporter la croissance de Redoute avec tout un design d'API. On commence par toute la partie checkout notamment. Étonnant de commencer par la partie checkout, mais comme je disais, on a des belles surprises sur ce périmètre pour l'année à venir. On se cherche beaucoup à éprouver la sécurité, là, plutôt avec des outils du coup, SaaS, grâce à Google, mais éprouver la sécurité et la stabilité du site, inclure toutes les phases de testing, et notamment de load testing directement dans les phases de design et inclure les phases de testing d'un point de vue security dès les phases de déploiement. Donc,
Ça, c'est un des points forts sur lesquels on bosse actuellement. Tout l'écosystème de traçabilité, observabilité, donc avec le déploiement d'un outil APM un peu généralisé. Et puis, on a designé, ce sera peut-être l'occasion de faire un autre talk, un système de login qu'on réutilise en fait un peu pour la majorité de nos projets, qui nous permet d'avoir quand même des logs centralisés maintenant tout autour de la plateforme digitale. Le dernier point, pas des moindres, c'est on cherche à développer, un peu comme tout le monde, l'autonomie des équipes, notamment dans l'intégration des partenaires. C'est un élément clé pour Redoute. Des partenaires qui font toute la richesse de nos features, que ce soit pour la France ou à l'international. Voilà nos axes. Pour terminer très rapidement, quelques enseignements et donc peuvent être aussi des conseils à suivre. Bah, bien sûr, avoir une bonne connaissance de ce qu'on doit migrer quand on veut le migrer. Euh, Sinon, il faut faire de rétro engineering. Bien préparer le deal avec le code provider parce qu'une fois qu'on a commencé à migrer, c'est plus difficile de négocier les prix et les services. Euh, Ensuite, il y a aussi préparer le staffing, puisque quand c'est des gros projets comme ça, il faut avoir des équipes très importantes et plusieurs dizaines de personnes impliquées directement dans le projet. Bien anticiper aussi les process CI/CD. Là, c'était assez nouveau pour nous sur cette partie-là, pour certains outils comme GitLab Pipeline. Donc là aussi, il y a un énorme boulot. C'est un projet en soi, le CI/CD. Et, et aussi, préparer la validation technique fonctionnelle par des tests et aussi, enfin, tenir compte des opportunités proposées par la plateforme, par la nouvelle plateforme cloud, euh, notamment en s'intéressant à la roadmap, en s'intéressant aux nouvelles approches de, d'architecture, d'organisation et de stratégie de changement. Et dernier slide de la journée, à éviter, voir ça comme une migration technique, alors que ça intéresse toute l'entreprise et aussi, essayer de faire des changements en même temps. On vous a cité l'exemple avec PostgreSQL, donc il faut essayer d'éviter de faire autre chose que la migration en même temps. Voilà, je vous remercie, merci aux 90 personnes, qui ont tenu jusqu'au bout. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, Merci. donc Si vous avez des questions. merci. Donc on a plus le temps pour les questions. Ouais. Donc je vous encourage à regarder les questions sur le stream chat et de pouvoir répondre sur Slack pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses. On avait des questions sur le sharding, sur des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez regarder de votre côté et puis répondre, ça serait cool. Là, Ok. voilà, on va passer à la suite, donc qui est la table ronde, si on veut libérer tout le monde à 18h. Merci beaucoup.